Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2020-2021 de Info 9. Qu'est-ce que la maladie de Parkinson? Comment on la détecte et est-ce qu'elle se soigne également? Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente du groupe Entraide et Soutien Parkinson, Mme Suzanne Huard. Mme Huard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Très gentil à vous. Parce que la maladie de Parkinson, elle existe, on le sait, depuis longtemps aussi. Mais il me semble qu'elle n'est pas connue autant que plusieurs autres maladies. Premièrement, si je vous demandais, qu'est-ce que la maladie de Parkinson? La maladie Parkinson, c'est une maladie dégénérative. Donc, c'est une maladie qui atteint autant les hommes que les femmes. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Qui est causée par la perte d'un certain type de neurones qui sont responsables de la production de la dopamine. Okay. Et lorsque il y a un problème de production de dopamine dans le système, ça l'amène ça amène des problèmes au niveau du contrôle des mouvements du corps. Okay. Donc, le lien avec la dopamine et le cerveau, les mouvements du corps, à ce moment-là, il y a une atteinte qui se fait. Puis, un déficit de dopamine amène ces problèmes-là, ce qui fait que souvent, ça se résume par des tremblements ou ça va se résumer également par de la raideur. Wow, okay. Donc, ça veut dire que quand on sent qu'il y a des symptômes comme ça qui apparaissent, il faut se poser des questions face à la maladie de Parkinson. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'en ayant ces deux symptômes-là, qu'on a qu'on a décidé de la maladie. Mais est-ce que, je sais que, vous n'êtes pas médecin, là, mais vous en connaissez beaucoup sur cette maladie-là. Est-ce que ça débute, moi je dirais, d'une façon lente, parce que c'est un tremblement des membres habituellement, c'est ça. Puis, est-ce que ça débute lentement par un petit tremblement en augmentant, ou bien non, si c'est... Moi, je vais vous dire, bien franchement, là, le tremblement, c'est une affaire parmi d'autres. C'est que quand on commence à avoir, exemple, d'un premier signe, là, réduction de l'activité, quand on commence à dire, moi, là, j'ai pas le goût de... j'ai plus le goût de faire telle affaire, j'ai moins le goût de travailler, j'ai moins le goût de faire des choses. Ça, c'est déjà un signe qu'il y a des choses qui se passent qui sont anormales. Ensuite, les gens qui commencent à avoir des symptômes comme ça, ils ont une fatigabilité anormale. Donc, comment ça se fait que je suis donc fatiguée, que je suis fatiguée, que j'ai de la misère à avancer, que j'ai de la misère à faire ce que j'ai à faire? Ensuite, c'est souvent des gens qui commencent à avoir des douleurs localisées. Donc, ça peut être au bras, ça peut être aux jambes, ça peut être au cou. Donc, il y a des douleurs qui sont localisées, puis on se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal en quelque part. Donc, ça naît d'autres. Ensuite, quelqu'un qui est habitué d'écrire, difficulté d'écriture. Voyons, comment ça fait que j'ai de la misère à écrire? J'ai de la misère à tenir mon crayon, puis mon écriture est plus petite, mon écriture est moins claire. Donc, ça, c'est d'autres indices. Et là, bien, souvent, des fois, on commence à avoir des tremblements à une main, à deux mains, et à sentir davantage de raideur. Fait que ça, là, c'est vraiment des symptômes. Vraiment des symptômes. Quand on commence à avoir ça, il faudra aller consulter. Vous m'avez dit tantôt que c'est autant chez l'homme que la femme. Alors, ce n'est pas plus chez l'homme ou moins chez l'homme. C'est à peu près à part égale. Oui, à peu près à part égale. Oui, autant les hommes que les femmes. Pourquoi que cette maladie-là, à mon humble avis, il me semble qu'elle est moins connue. On en a parlé là, il y a quelques secondes. Mais est-ce que c'est vrai qu'elle est moins connue? Je vous dirais que, écoutez, il y a tu sais, je veux dire, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, on a le groupe, nous autres, Parkinson, de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a un groupe au niveau du Québec qui travaille et qui veut faire connaître cette maladie. Cependant, les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, souvent, ne sont pas frileux au fait de le dire. Ah, OK. On garde ça plus secret, on en parle moins, on ne le dit pas, ou des fois, ça prend plus de temps avant de se décider de consulter. Et ce qui fait que quand on n'en parle pas, on ne le dit pas, bien, avec nous autres, l'aide qu'on est prêt à apporter comme groupe, bien, si les gens ne viennent pas vers nous, même si on fait de la publicité,
même si on s'annonce, même si on fait à chaque année plein d'activités, si les gens ne s'avancent pas, on ne peut pas. Est-ce parce qu'on n'y croit pas au début? Est-ce que ça peut être ça? Oh non, ça peut pas être ça. J'ai mal dormi ou je suis fatigué, mais parce que là, je file pas trop bien de ce temps-ci, ça va revenir. Est-ce que c'est un peu ça? Les gens refusent de voir la vérité en face? Bien, moi, je pense que quand on commence à avoir des symptômes, avant de décider d'aller, premièrement, il faut aller voir notre médecin. Oui, au départ. Bon. Notre médecin, s'il soupçonne quelque chose, il va nous envoyer voir un neurologue. Et c'est le neurologue qui va nous donner le diagnostic le plus définitif. Donc, c'est sûr qu'avant de se décider d'aller le voir, moi, je pense que ça peut prendre un bon bout de temps. Puis, je pense que dans notre tête, il faut accepter aussi qu'il y a peut-être quelque chose là, puis qu'il faut aller voir. Puis, une fois qu'on l'a, on n'est pas prêt à le dire tout de suite. Parce que c'est au début de la maladie, on commence, on va s'organiser avec les informations qu'on a. On est hésitant. On ne veut pas admettre. Oui, c'est difficile à admettre. Oui. Exactement. Parce qu'il y a une chose que, dans les notes que vous m'avez faites parvenir, on dit que les pesticides pourraient jouer un rôle important dans l'apparition de cette maladie-là. J'ai resté surpris. Oui, effectivement, ça, c'est pas connu depuis bien des années. Puis pour ceux qui ont regardé cette année, qui regardent régulièrement l'émission Découverte à Radio-Canada, oui. On a eu une émission consacrée uniquement à ça. Donc, le malheur que les pesticides peuvent faire auprès des personnes et les cultivateurs qui sont dans ça, là, à l'année longue, il y a beaucoup de cultivateurs qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Ah, oui. Okay. C'est ça qui a fait qu'on a continué de faire des recherches sur ça pour se dire comment se fait-il qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui ont la maladie de Parkinson? Et là, maintenant, on peut dire que le Québec a accepté que oui, ça peut venir des pesticides. C'est la première fois qu'on accepte de dire oui, ça peut être une des causes. Madame Huard, c'est une maladie dégénérative. Est-ce qu'elle est médicamentée? Comment on peut... ça ne se soigne pas. C'est regrettable de poser la question de même, mais on est rendu là. Ça ne se soigne pas. Est-ce qu'on peut modérer la maladie? Il y a une médication pour ça. Et comment on agit face à ça? Bien, c'est que lorsqu'on va rencontrer le neurologue et que là, il établit où on en est rendu au niveau de la maladie, il nous prescrit des médicaments qui nous donnent de la dopamine, dans le fond, qui nous aident. Okay. Puis, les personnes qui ont le Parkinson, quand ils prennent leurs médicaments, tout de suite, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ils se rendent compte que, ils retrouvent de l'énergie, ils retrouvent de l'entrain. C'est plus facile. Mais le tremblement est là encore. Oui, mais il y a certains médicaments qui nous enlèvent, là, qui diminuent beaucoup les tremblements. Ah, OK. Oui, il y a des médicaments parce que les médicaments sont de plus en plus développés. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est que il n'y a aucun médicament qui peut ralentir ou arrêter. Mais les médicaments peuvent aider à nous donner de la dopamine pour mieux fonctionner. Mais il n'y a présentement rien. C'est pour ça qu'au niveau du Parkinson, il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites. Puis c'est pour ça qu'à chaque année, on ramasse des dons pour pouvoir donner à des chercheurs pour qu'ils continuent. Puis comme l'histoire des pesticides, c'est suite à des recherches qu'ils ont trouvé que les pesticides pouvaient avoir une influence sur la maladie. On dit que cette maladie-là ne réduit pas l'espérance de vie. Exactement. On vit avec, point. On vit avec. C'est sûr qu'à mesure que les années passent, elle évolue. Puis, je vais vous dire, là, moi, pour être avec ce groupe-là depuis au-delà d'une dizaine d'années, on se rend compte que chaque personne a son cheminement. Il n'y a pas personne, on ne peut pas dire, vous allez avoir au bout d'un an, vous avez la première étape, 2 ans, la deuxième étape. Non. Chacun y va à son rythme, puis la maladie évolue pas de la même façon pour les personnes. Moi, je peux vous dire que dans ma famille, j'ai un oncle qui est décédé il y a quelques années à l'âge de 92 ans. Donc, puis il a commencé à avoir le Parkinson à 65 ans. Ça vous donne une idée. Okay. Donc, quand on dit que ça peut... C'est pas ça
qui va emporter une personne. Non. À la longue, ben lui, là, je peux vous dire que c'est un peu ça qui l'a amené au bout, parce qu'il était rendu, là, qu'il bougeait presque plus. Mais c'est vraiment, là, tu sais, c'est quelque chose qui évolue au fil des ans, et lui, ça l'a évolué plus lentement. Donc... Mais ça change vraiment toute une vie. Ça change une vie, et ça change la vie de ceux qui vivent avec la personne. Aussi. Exactement. Et là, le mot proche aidant, là, prend tout son sens. Oui, exactement, parce que juste pour donner un exemple que j'aime pas donner, mais c'est bien que vu qu'on en discute, on en parle, juste prendre une tasse de café, une tasse de thé avec une personne qui tremble, c'est... Bien, il faut trouver des ça moyens. Ça devient hein? difficile. C'est beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation au niveau de la maison, au niveau du fonctionnement, au niveau de, tu sais, exemple, quelqu'un qui a le Parkinson puis qui a beaucoup de tremblements, quand il va en ville puis qu'il mange au restaurant, il ne choisira pas de manger de la soupe. Bon. Voilà. Tu sais, c'est beaucoup d'adaptation comme ça. Puis les proches aidants qui vivent avec eux, bien, ils savent que leur vie ne sera plus jamais pareille et puis qu'ils auront à s'adapter à la situation à mesure que la personne vieillira. Et la chose très importante dans ça, comme dans bien des maladies, c'est que les proches aidants doivent faire attention pour ne pas tomber dans la surprotection. C'est le plus grand danger. OK. Parce que quelqu'un qui a atteint du Parkinson, si on lui enlève son autonomie, on lui nuit plus qu'on lui aide. Donc il ne faut pas être trop protecteur, autrement dit. Il ne faut pas trop, j'aime pas le mot, cajoler à ce moment-là, mais c'est qu'il faut faire attention quand même de ne pas être trop près de lui, de cette personne-là, puis de trop vouloir l'aider. C'est parce que dans le fond, ce qu'il y en a qui font, c'est qu'ils veulent trop faire à la place d'eux. Et lorsqu'on veut tout faire à la place d'eux, bien, à un moment donné, bien, la personne, dans le fond, perd son autonomie. Puis je vais vous donner un exemple très banal que je connais d'une femme qui a le Parkinson et qui, elle, une fois qu'elle a fini de manger, elle aimait faire la vaisselle. Son mari trouvait qu'elle n'allait pas assez vite, je vais la faire la vaisselle. Mais elle, la vaisselle, c'était une activité importante pour elle. Ça y prenait plus de temps à faire la vaisselle. Mais dans le fond, le conjoint a compris rapidement qu'il était important de lui laisser faire ce qu'elle était capable de faire pour être capable de continuer à rester autonome. Sinon, on nuit beaucoup à la personne. Il reste peu de temps, Mme Huard. Je veux parler de l'association du Parkinson pour l'Abitibi-Témiscamingue avant de parler de Abitibi-Ouest. Oui. Il y a environ 100 personnes qui font partie du groupe d'entraide et de soutien et 800 personnes atteintes de cette maladie en Abitibi-Témiscamingue qui ne connaissent absolument pas, qui connaissent, c'est-à-dire l'existence du Parkinson en Abitibi-Ouest. C'est beaucoup, 800 personnes chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Jamais on aurait pensé ça. Oui, c'est beaucoup. Puis quand on vous dit que nous, c'est pas pour rien qu'on veut se faire connaître, c'est que présentement, on est une centaine dans nos 5 groupes de la région et on pourrait être beaucoup plus que 100. Mais il y a des gens qui sont chez eux, qui ont le Parkinson, qui pourraient se joindre au groupe dans tous les coins de la région et qui hésitent à le faire. Il y en a qui disent qu'ils ne nous connaissent pas. On fait tout pour essayer de se faire connaître. Puis, en terminant, parce que le temps nous manque, en Abitibi-Ouest aussi, là, ça existe. Oui. En Abitibi-Ouest. En Abitibi-Ouest, notre groupe existe depuis 2010 et nous sommes 25 avec les proches aidants à se réunir une fois par mois pour des conférences ou des activités sociales. Parce que je pense que quand on se rencontre et on forme un groupe comme ça, il y a beaucoup de fraternité, de collégialité qui se développe. Puis il faut avoir du plaisir à se rencontrer, il faut avoir du plaisir à partager, il faut être capable de parler de notre maladie, il faut recevoir de l'information, il faut recevoir des conférenciers pertinents. C'est ce qu'on fait, nous, à tous les mois, du mois de septembre au mois de mai. Puis, on peut dire également qu'il y a un local qui est mis à votre disposition par la Bouée d'Espoir. C'est important. Absolument, ça, c'est précieux. Et ensuite, à la Bouée d'Espoir, il y a le regroupement des proches aidants qui sont là et qui nous donnent également un excellent support de par certaines conférences qu'ils offrent à nos membres. Donc ça, encore là, dans Abitibi-Ouest, on a quand même des bons
des bons accompagnateurs pour aider et supporter les gens avec la maladie de Parkinson. Madame Huard, merci infiniment. On en connaît beaucoup plus sur cette fameuse maladie-là. Puis je vous remercie beaucoup de ces informations et d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir. La seule chose que j'espère, c'est que j'espère que les gens entendront le message et que bientôt, on recevra des appels pour nous dire qu'ils veulent se joindre à notre groupe et ils sont les bienvenus un peu partout en région. On vous le souhaite, madame, et je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, juste une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez à l'écoute. Combien de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté, en particulier chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Quelles seraient la ou les solutions pour enrayer ce phénomène? Alors, pour nous en parler, je reçois de la table d'action contre la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue, M. Christian Milot. M. Milot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Une citation que j'ai prise dans votre Facebook, que j'ai trouvée, qui porte, on pourrait en parler beaucoup. C'est « Certains rêvent d'aller sur une planète, ça je vois Mars, Jupiter, de dépolluer les lacs, on peut parler de beaucoup de lacs, de guérir le cancer, puis ils vont y arriver un jour, c'est certain. Alors pourquoi n'aurions-nous pas le même rêve de devenir la première région chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, sans pauvreté? Ça prendrait quoi, M. Milot? Puis j'aime ça, ce petit bout-là, là, vous avez écrit, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Là. Ça coûte des milliards envoyer quelqu'un sur la Lune. On l'a déjà fait. Là, on vient d'envoyer des robots là, sur Mars. On va aller sur d'autres planètes. Puis chez nous, il y en a qui crèvent de faim. Bien, quand j'ai marqué ça, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait se faire une priorité numéro 1, que ce soit la fin de la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue? Le monde me dit, voyons, c'est impensable, Christian, ça prend des pauvres pour faire vivre les riches. Des fois, c'est quasiment ça qu'on entend. Oui. Mais moi, je suis certain que si on la mettrait comme priorité, comme on a eu comme priorité par le passé de faire venir plein de personnes en région, dire, hey, aujourd'hui, en Abitibi-Témiscamingue, là, il n'y en aura plus de pauvreté. Ça prend quoi? Bien, premièrement, une des raisons, là, une des facteurs les plus importants de la pauvreté, là, qui coûte le plus cher dans la pauvreté, c'est le logement. Oui, exactement, oui. Actuellement, le logement, c'est sûr qu'on a des données uniquement pour Val-d'Or, Rouen et Amos, les villes de plus de 10 000 habitants. Oui. C'est les principales données qu'on a. Le taux d'inoccupation des loyers, là, il frôle le 1 %. Ah, c'est épouvantable, oui. La dernière hausse des logements, là, pour un logement moyen, là, est de 5 %. Le fait qu'il n'y ait pas de logement, ça fait en sorte que, dans la plupart des MRC, nos logements montent effroyablement. Un loyer moyen, là, juste pour vous dire, là, c'est à peu près, là, à Rouyn-Noranda, un 4,5 $, même en région, là, un 4,5 moyen. Là, on parle de 600 à 700 $. Puis un chèque de bien-être, c'est quoi? D'aide sociale, pas de bien-être, pardon. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est le vieux terme qu'on est habitué d'utiliser. C'est le vieux terme. Il n'y a aucun problème. C'est 710 $. Fait que s'il paye 600 pièces pour un loyer, il reçoit un chèque de 710 $, il reste 110 pièces. Puis où vous pensez, M. Lacasse, qu'une personne qui a un chèque de 700 $, c'est où qu'il va couper? Il ne peut pas couper dans le logement. On est en Abitibi puis il fait des moins 40 l'hiver. Voilà. Okay? Ça veut dire qu'il va couper dans son alimentation, ses soins de santé. Les loisirs de ses enfants, il va se poser la question de dire, ben, est-ce que je fais réparer une dent ou je l'envoie dans le camp de vacances? Ben, ça va être tout le temps ça. Fait que ça crée de l'éclusion. Fait qu'il y aura toujours un choix à faire. Il y aura toujours un choix. Fait que si vous me posez la question, demain matin, on veut se donner ce défi-là, bien, premièrement, ça prend des logements sociaux. On les paye comment, ces logements sociaux-là? J'ai réfléchi un peu cette nuit, je me disais, il y a un problème de répartition de la richesse, on ne se le cache pas. Tu sais, on voit qu'il y a des maisons, il y a des gens qui sont en moyen, puis c'est pas un reproche, qui travaillent pour ça, à 400 000 $ et plus. Est-ce qu'on pourrait pas créer une taxe spéciale qui permettrait de dire, bien, au-delà d'une maison de 200 000, on paye un extra pour aider la construction de logements sociaux? Une chose est sûre, il faut que le droit au logement, ça devienne une priorité. Il y a des pays comme la France, les pays scandinaves, ils disent avant même de s'attaquer à peu importe le problème,
on s'attaque au logement. Okay? Fait que la personne, là, avant de travailler à ses problèmes psychosociaux, on s'assure qu'il est logé. Puis aussi, l'affaire qu'il y a, c'est que ces personnes-là se rendent malades. Oui. Parce qu'ils n'ont pas souvent l'argent pour acheter des médicaments pour soigner un mal ou une maladie que ces personnes-là peuvent avoir. Donc, on délaisse sa santé. Oui. En délaissant sa santé, on délaisse d'autres choses aussi, parce que si on est malade, on mange probablement moins. Alors, c'est tout ça là, qui s'enchaîne. Là. On mange probablement moins. On a, tu sais, à la limite, quand on a de la misère à arriver, pensez-vous qu'on a autant de temps à accompagner notre enfant de la scolarité? On est tout le temps en réflexion de survie. Puis, tu sais, tout ça, il y a des coûts de société. Le monde qui dit, ben, hey, pourquoi on donnera pas plus d'argent aux personnes pauvres? Ils ont qu'à aller travailler. Ben, ces personnes-là, là, je vous ai dit plein de choses, ces personnes-là, ils ont qu'à aller travailler, juste pour vous dire, là, c'est très infime. Moi, je connais pas personne, en tout cas, très peu de personnes qui font le choix d'être sur l'aide sociale. Je penserais pas. Hein? Et ça, fait que demain matin, en tant que société, on fait le choix de travailler sur la pauvreté. Moi, je peux dire que c'est tout le monde qui va être gagnant. La journée qu'une personne sur l'aide sociale peut gagner plus, il reçoit plus pour faire ses besoins de base, ben ça nous coûte moins cher en soins de santé. Parce que la plupart des gens ne veulent pas être sur l'aide sociale, mais ces personnes-là sont obligées souvent d'y être sur l'aide sociale parce que, soit par maladie ou peu importe, ils ne peuvent plus travailler, peu importe la raison. Mais moi aussi, c'est rare que les gens vont dire « Moi, je suis sur l'aide sociale, je l'ai demandé puis je suis bien. » Puis pour votre information, l'aide sociale là, en région, là, c'est 3,9 %. On est dans les régions, puis ça, c'est en janvier 2021. Là. OK. 3,9 %. Il y a environ 4000 personnes en région qui sont sur l'aide sociale. C'est très peu, là. Okay? C'est très peu. Ça a déjà été. Ça veut dire qu'on est dans une région où il y en a le moins à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui, mais il faut faire attention. Parce que l'aide sociale, c'est juste un indicateur de pauvreté. OK. Okay? Ça veut dire que vous pouvez sur l'aide sociale, quand tu es sur l'aide sociale, je connais pas personne qui est sur l'aide sociale qui est riche. Okay? Par contre, on dit qu'il y a à peu près une personne sur 10 au Québec, on n'a pas des chiffres précis pour l'Abitibi, mais c'est quand même ça se tient, qui vivent la pauvreté. Ça veut dire que, oui, en région, on a dans les salaires les plus hauts, puis c'est vrai. T'sais, on a des mines, on a des industries. Oui. Par contre, ben, ça, tout à l'heure, on en a parlé un peu, ça a un impact sur les coûts du logement. Ça a un impact aussi qu'à cette heure-là, souvent, on entend le préjugé dire « les pauvres, ils ont qu'à aller travailler ». Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent à des salaires de 13 et quelques, puis je vous dirais même jusqu'à 15, puis ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Parce que le coût de la vie est tellement rendu cher. Le coût de la vie est rendu cher, exactement. La nourriture coûte plus cher. Le logement, vous l'avez dit tout à l'heure, là, trouver un logement, là, un 3,5, là, puis on est avec un MIC ici, là. Et même trouver un logement avec une MIC, là, ben, en bas de 600$, là, je suis pas mal certain que vous n'y arrivez pas, là. Non, puis il n'y en a pas. C'est pas compliqué, parce qu'il y a pénurie de logements à peu près partout. Souvent, on veut créer du logement, mais quand on en fait, c'est 500-600$ par mois, puis la personne sur l'aide sociale ne peut pas se le permettre. Grosso modo, ce qu'on dit, là, on revient un peu sur le logement, puis on pourra aller ailleurs, là, mais quand une personne verse plus que 30% de son salaire pour le logement, il est en situation de pauvreté. Là. Ça ne marche pas, l'adéquation. Pour quelqu'un qui est capable de joindre les deux bouts, qui met un maximum de 30%. Fait que si on met 30%, l'aide sociale qui est, faisons un chiffre rond, 700$ par mois, ça veut dire 30%, il ne doit pas payer plus que 210$ par mois pour un loyer qui va coûter 600$ par mois. Exactement. Là, il y a une marge là, qui est énorme. Puis, oublions pas, là, tous ceux qui gagnent au salaire minimum, ils ne sont pas sur l'aide sociale, là, mais ils ont aussi de la difficulté à joindre les deux bouts. Là. Exactement. Tu sais, quand on fait, grosso modo, faites un calcul, là, salaire minimum, 35 heures semaine, là, ça vous donne à peu près à 23 000 $. 23 000 $, là, essayez d'arriver, là, bonne chance. Non, exactement. Si je vous disais, laissons les pauvres gagner leur vie. OK. Vous avez à peine 3-4 minutes. 3-4 minutes, je vais faire ça vite. Laissons les pauvres gagner leur vie, c'est ce qu'on souhaite. C'est une revendication de la table d'action contre la pauvreté. Okay. C'est qu'actuellement, une personne sur l'aide sociale gagne 700 $.
Le plus que cette personne-là peut gagner en gain au travail, c'est 200 $. Ça fait 900 $. Fait que soit qu'il ne travaille pas puis qu'il est de l'aide sociale, soit qu'il travaille full pin. On peut-tu avoir un entre les deux? Parce que quelqu'un sur l'aide sociale là, qui gagne 200 $, là, on aimerait ça qu'il y ait une entrée progressive au travail. Fait qu'on aimerait ça qu'il puisse gagner plus que 200 $ pour lui permettre de joindre un peu les deux bouts un peu plus, de sortir, pas de sortir de la pauvreté, là, mais juste pour votre information, ce chiffre-là, 200 $ en gain en emploi, là, date de 99. Oui, mon à Dieu, cette période-ci, là, à ce temps-là, le salaire il est à 6,90. Aujourd'hui, il est à 13,50. Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement permette aux personnes sur l'aide sociale de gagner plus que le 200 $ pour permettre de sortir un petit peu la tête de la pauvreté. Affaire, au moins, pouvoir respirer un petit peu. Puis faire une entrée progressive. Parce qu'il y en a, là, c'est pas vrai que tout le monde va être capable de faire 35 heures par semaine. Parce que souvent, ceux qui sont sur l'aide sociale, ils ont certaines contraintes à l'emploi. Fait que si on peut y aller progressivement avec ça, si on peut convaincre au monde, nous dire au gouvernement, ben oui, on est en pénurie de main-d'œuvre, pourquoi pas leur laisser gagner un peu plus sans leur couper tout de suite leur aide sociale? Monsieur Milot, c'est tout le temps. Merci infiniment. C'était très intéressant. Puis, c'est sûr que là, on ne réglera pas rien ici aujourd'hui, mais c'est qu'on va sensibiliser les gens, par exemple, aux personnes qui sont sur l'aide sociale. Puis, bien souvent, ces personnes-là ne le veulent pas, tout simplement, mais ils sont obligés d'y être. Monsieur Milot, je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, grand merci, puisque c'est la dernière émission de la saison. Grand merci à mes nombreux invités qui se sont déplacés pour venir en studio malgré cette fameuse pandémie. Ce fut très apprécié. Alors, je vous souhaite un bon été. Soyez prudents et surtout, observez les consignes, s'il vous plaît, qu'on puisse s'en sortir tout le monde ensemble. Puis, j'ai mis en parenthèse le vaccin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse un jour continuer ou redevenir ce que nous étions avant cette fameuse pandémie. Merci, bon été à tous.